Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un peu les sources derrière deux grands jeux de stratégie. Les échecs, les nôtres, si on peut dire, et puis le Xiangqi, la version chinoise. Oui, des jeux fascinants, joués par des millions de gens, mais dont les origines, c'est un vrai sac de nœuds historique, faut bien le dire. Exactement. Alors on a des textes anciens, des découvertes archéologiques, pas mal de choses. Notre but, c'est d'essayer de démêler un peu tout ça, de voir comment ces jeux sont apparus, comment ils ont voyagé, peut-être même interagir. On va se baser sur ce que nous disent les documents qu'on a pu consulter. C'est ça. Comprendre les liens, les différences, c'est un sacré voyage dans le temps et l'espace qu'on propose. Allez, on commence par le Xiangqi, le jeu chinois. Deux armées, rouge et noir. Le rouge commence d'ailleurs. Tout à fait. L'objectif, comme aux échecs, c'est de mater le général, le roi adverse. Mais il a ses spécificités, bien sûr. Oui, comme cette fameuse rivière au milieu du plateau, où les canons, ces pièces qui sautent pas, mais tirent par-dessus une autre pièce. Exact. Et c'est un jeu très ancien. On a des mentions dans des textes comme le Chuchi, le Shuoyan. Ça remonte à plus de 2000 ans, hein. Ah oui, quand même. Le nom même, Xianqi. Bon, il y a plusieurs interprétations possibles. Jeu de l'éléphant, jeu de figure ou même jeu de constellation. L'éléphant, c'est intéressant. Pourquoi l'éléphant? À cause de son rôle militaire à l'époque et puis peut-être un lien avec l'ivoire utilisé dans des jeux plus anciens comme le loubo, certains pensent que le Xianqi pourrait en dériver. Mais l'origine exacte, Chine ou Inde? Ça reste flou, c'est ça, les sources sont pas définitives. Non, pas vraiment, et c'est souvent le cas pour ces histoires anciennes, quoi. Une origine ménique, c'est rare, on est plutôt face à un réseau d'influence, tu vois. Tu vois. Ce qui est plus certain, c'est que la forme qu'on connaît aujourd'hui, elle se stabilise sous la dynastie Song, vers le Xe, XIIIe siècle. C'est de cette période que datent les plus vieux jeux complets qu'on ait retrouvés, en bronze, en porcelaine. D'accord. Et cette idée d'origine mêlée, d'influence croisée, on la retrouve pour nos échecs aussi, j'imagine. Ah oui, tout à fait. L'hypothèse la plus connue, c'est l'Inde, avec le Chaturanga, un jeu de guerre à 4 membres, infanterie, cavalerie, éléphants, chars. Mentionné dans des textes comme le Mahabharata. Exactement. La date précise, c'est difficile à dire, mais on pense avant le 7e siècle de notre ère. Le Shatranj qui arrive après en est sûrement une évolution. Et le passage par la Perse est clé, non? Pour le nom déjà. Absolument crucial. Le jeu arrive en Perse, probablement via le commerce, vers le 6e siècle. Et c'est là qu'on trouve l'origine de nos mots. Échec et mat. Ça vient du persan shamat. Tu veux dire? Le roi est vaincu, ou impuissant, mort. Le Shahnameh, la grande épopée persane, raconte même une histoire là-dessus. Un échange de jeux entre l'Inde et le roi perse. Fascinant. Et après la Perse, ça explose, ça se diffuse partout. Oui, c'est assez impressionnant. La route de la soie, les conquêtes et les échanges du monde arabe entre le 7e et le 9e siècle. Ça propage le jeu. Vers l'Asie centrale, retour vers la Chine peut-être, puis le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, Byzance. Et l'Europe, enfin. Voilà, via l'Espagne musulmane et la Sicile normande principalement. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir comment le jeu change en arrivant. Ah oui, ok. Comment? Bien, les règles sont pas figées. En Europe, notamment en Espagne, à l'époque d'Isabelle la catholique, la reine, qui était une pièce assez faible au début, devient soudainement très puissante, ça change tout le jeu. Ça montre une vraie appropriation culturelle. Et l'archéologie dans tout ça. Elle confirme ce parcours? Elle apporte des nuances? Elle confirme certaines choses, oui, mais elle pose aussi de nouvelles questions. Par exemple, les pièces trouvées en Ouzbékistan à Afrasiable. Elles datent peut-être du 8e siècle, voire même avant. Donc très ancienne. Oui, parmi les plus anciennes connues. Et certains archéologues pensent que l'Asie centrale, sa marquante par exemple, a pu jouer un rôle de diffusion vers l'Europe, peut-être aussi important que la voie arabe plus classique. Donc, le schéma est peut-être encore plus complexe qu'on le pensait. D'accord. Donc, ni le Shanki, ni les échecs ne sont apparus comme ça d'un coup. Ils s'inscrivent dans une longue histoire de jeux de plateau. On a parlé du Sénet égyptien, 5000 ans d'âge. Oui, le Sénet, c'est souvent cité comme le plus ancien jeu de plateau connu. Maintenant, un lien direct avec les échecs, c'est très spéculatif, hein. D'accord. Mais ça montre qu'il y avait une tradition. Le jeu royal dur en Mésopotamie, aussi très ancien. Plus près de l'Europe, les jeux celtiques, comme le Fidgel, dont on parle dans les légendes d'Arthur. Même en Amérique précolombienne, avec le Patoli. Partout, on jouait, on élaborait des stratégies sur un plateau. C'est fou cette universalité. Et au-delà du jeu lui-même, est-ce que les sources nous disent un peu ce que ça représentait pour les gens à l'époque? Ah oui, clairement. C'était pas juste un passe-temps. C'était vu comme une sorte de nourriture pour l'esprit. Une représentation du cosmos, parfois de la guerre, bien sûr, ou même du destin humain. Le destin humain.
Oui, certains jeux comme le jeu dur ou même des jeux amérindiens avaient une dimension divinatoire. On jouait pour lire l'avenir en quelque sorte. Incroyable. On n'imagine pas faire ça avec les échecs aujourd'hui. Non, c'est sûr, le rapport a changé. Mais pour le xiangqi ou le go en Asie, il y a encore cette idée que le jeu incarne une philosophie, une façon de penser, qui valorise l'humilité, l'adaptabilité. Bon, alors si on essaye de résumer un peu, l'histoire des échecs et du xiangqi, c'est pas une ligne droite vers une source unique. Pas du tout. C'est plutôt un réseau, un delta complexe d'influences, d'évolutions qui se font en parallèle, d'emprunts entre cultures, le commerce, les migrations, les conquêtes, tout ça a joué un rôle. Ces jeux sont en fait des témoins incroyables des échanges culturels à travers l'histoire. Ils mélangent stratégie militaire, philosophie, parfois même spiritualité et artisanat. Tout à fait. Des objets culturels d'une richesse folle. Et pour finir, peut-être une question pour nous faire réfléchir. Cette difficulté qu'on a à pister une origine unique pour un jeu, pourtant si structuré, est-ce que ça nous invite pas à repenser un peu la façon dont les idées et les innovations culturelles circulent en général? C'est une excellente question. Est-ce qu'on a affaire à une invention géniale qui se répand, ou plutôt à des idées similaires qui germent un peu partout et qui finissent par s'influencer, se rencontrer, se transformer mutuellement? Probablement un peu des deux, non? Probablement. Matière à réflexion. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci